Éléonore Goldberg, bonjour. Bonjour Marco. Bonjour. Alors, tu as réalisé un très, très beau film, je tiens à le souligner, qui s'intitule La saison des hibiscus. Tu es canadienne, tu habites à Montréal. Le film, donc, est tout à fait récent. Afin de mettre en contexte donc le film en question, je vais lire le résumé qui nous a été donc donné avec l'inscription du film. La famille de Rachel vit à Kinshasa dans une maison qui donne sur le fleuve Congo. La ville subit un pillage violent par des militaires zaïrois et, par chance, la famille de Rachel échappe à leur violence. Mise en sûreté à l'ambassade de France, en attendant que les événements se calment, Rachel explore dans les jardins de l'ambassade un nouvel univers et de nouvelles émotions. Dans la découverte des corps, des siens comme des autres, de la vie et de la mort, de la sensualité, de la fragilité, Rachel se souvient. Ton film, c'est tout ça. Et tu m'as aussi précisé, et ça c'est assez inhabituel, le film est une adaptation donc d'un roman graphique dont tu es l'auteur. Tu me disais que le titre du roman graphique en question est Maison Fauve. C'est assez inhabituel qu'un artiste fasse une œuvre sur deux supports, sur deux modes d'expression. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est qu'un autre artiste va prendre l'œuvre, une œuvre quelconque, et donc l'adapter à sa vision. Mais là, donc, tu as décidé, toi, de prolonger le travail effectué dans Maison Fauve dans la saison des hibiscus. Est-ce que tu peux donc nous parler un peu de cette décision et de cette démarche? Oui. Alors d'abord, Maison Fauve, c'est juste un roman, c'est pas un roman graphique. Donc il y a pas de, enfin il y a des dessins, mais c'est des plans de maison. Donc en fait, quand j'ai voulu commencer à travailler sur la saison des hibiscus, à l'origine ça s'appelait Kinshasa. Donc j'avais un projet de film, d'animation, et j'ai commencé à écrire un scénario. Donc ça c'était quand même en 2013 en fait. Et puis, je savais vraiment pas. En fait, je voulais raconter des souvenirs que j'avais de mon enfance à Kinshasa à partir de 1993. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup de souvenirs. J'avais aussi une conseillère à la scénarisation, Dominique Parenteau-Leboeuf, et elle m'a conseillé en fait d'écrire tous mes souvenirs les uns après les autres. Et après, on avait planifié de faire une sélection pour le scénario donc du court-métrage. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, plus j'écrivais de souvenirs, plus il y en avait qui sortaient. Alors, à un moment donné, c'était trop pour un film. Mais j'aimais écrire aussi ces souvenirs et j'aimais les compiler puis en trouver d'autres. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé vraiment de faire une sélection assez courte de moments clés pour essayer d'en faire une journée. Et j'ai aussi décidé de continuer d'écrire autour de ces souvenirs. Et donc, c'est devenu deux projets. C'est devenu un court-métrage d'animation et un roman. Et puis, en fait, après, le roman, c'est devenu même plus que Kinshasa. Donc, Le voilà. film est d'une grande délicatesse, mais aussi, on comprend que la situation était terrible. Est-ce que revenir dans ces années revenir dans cette expérience, revivre cette expérience a été un exercice difficile pour toi? Et surtout pour ce qui était de l'écriture, en fait, d'écrire en particulier certains souvenirs. Après, je savais qu'à un moment donné, je voulais pas avoir un regard trop présenter une vision trop dramatique. J'avais envie de rester un peu dans l'enfance. C'était aussi différent de ce que j'avais fait avant. J'avais envie de quelque chose de plus coloré. J'avais envie de pouvoir offrir un film à un public plus jeune aussi. Donc, et en plus, j'avais pas vu de mes propres yeux des meurtres, des viols. J'avais compris que c'était arrivé. On avait quand même vécu, comment dire, une déportation au Congo. On avait été aussi cachés à l'ambassade de France. Mais j'étais quand même assez protégée par mes parents. Et quand on est enfant,
on s'adapte un petit peu à tout, on est peut-être un petit peu plus souple que les adultes. Donc j'avais envie de garder, je sais pas, cette douceur-là peut-être, d'être moins dans le pathos. C'est ce qui m'apparaît tout à fait réussi dans le film. Donc, c'est le regard de l'enfant. En fait, Rachel, c'est toi. Est-ce qu'on peut dire que Rachel, c'est toi? Oui. Oui, bon. C'est le regard de l'enfant. On comprend que l'enfant ne réalise pas tout à fait ce qui se passe. Nous, on adopte le regard de l'enfant. Et donc, la grande habilité du film, c'est qu'on comprend aussi très, très bien ce qui se passe. Et en 10 minutes, il n'y a aucune longueur. Ça fonctionne très, très bien. Et j'imagine, ton court-métrage précédent, Mon Yiddish Papy, qui était aussi, bon, à caractère autobiographique, était beaucoup plus direct. Tandis que là, on est vraiment dans le monde de l'évocation. J'imagine que ça n'a pas été facile, donc, de pouvoir justement faire cette économie, en dire pas beaucoup, mais en dire beaucoup en même temps. C'est là aussi où le fait de prendre du texte tiré du roman aide, parce que le texte peut dire des choses qui ne sont pas montrées à l'image. Et puis, je trouve que c'est plus intéressant quand le texte et l'image ne disent pas nécessairement la même chose. Le texte dit peut-être un ressenti qui est plus adulte, mais l'image présente une vision plus enfantine. Donc, c'est vraiment l'adulte qui se souvient, l'adulte qui essaye de revenir à l'enfance, de retrouver cette légèreté de l'enfance. Donc, je ne sais pas si j'ai trouvé ça... Moi, je trouve ça plus difficile, en fait, d'être vraiment direct. J'ai aucun plaisir, en fait, à montrer les choses. C'est comme ça que ça s'est passé. Je ne sais pas, il y a moins de place à, comment dire, à l'improvisation. C'est très calculé d'avance. Le film, c'est comme si le film, quand on fait le storyboard, il est déjà dessiné. Moi, j'ai plus de plaisir, en fait, dans l'évocation et dans le fait de pouvoir aussi jouer avec le montage, de faire un montage qui soit pas trop linéaire. Je trouve ça personnellement, je trouve ça plus créatif. Enfin, c'est vraiment un goût personnel. Donc, Peux-tu voilà. nous dire quelques mots sur la conception sonore, que je trouve absolument magnifique? Elle ajoute beaucoup à l'ambiance et les sonorités sont, le mot est peut-être pas tout à fait exact, mais sont un peu inhabituelles. Et pourtant, il y a le film, donc la conception sonore amène un registre énigmatique, inquiétant. Et donc, j'aimerais que tu nous dises quelques mots donc, sur le processus ayant donc conduit à cette conception sonore. Alors, la conception sonore, en fait, j'en suis assez fière. C'est comme quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans le film. Donc, elle a été faite par Stéphane Katché. Et en fait, Stéphane Katché a fait surtout des conceptions sonores pour des films expérimentaux ou des documentaires avec une tendance un peu expérimentale. Donc, il aime vraiment pas tout ce qui est très classique, la musique pour faire pleurer, etc. Donc, bon, déjà, il a ses goûts à lui. Et, aussi, j'avais remarqué que dans ses conceptions sonores, il y a toujours une espèce d'ambiance un petit peu hantée, fantomatique, justement inquiétante, comme tu dis. Donc, je trouvais que ça allait bien avec cette idée du souvenir qui hante l'esprit et qui hante l'esprit de l'adulte devenu enfant, qui est obsédé par certains moments, mais qui n'arrive pas à les visualiser exactement comme c'était. Donc, il y avait au niveau d'un goût pour l'hanté, on se retrouvait beaucoup. Stéphane a aussi enregistré beaucoup de sons qu'il a manipulés. Donc, il y avait cet aspect-là. On a fait quand même une bonne session de bruitage qu'on a beaucoup utilisé dans le film. Mais on ne voulait pas non plus entendre des bruits de porte quand il y avait des portes qui claquaient ou des bruits de pas. On voulait encore rester dans quelque chose, être assez créatif. Et donc, il y avait cet aspect-là. Pour ce qui est de certains sons musicaux, en fait, Stéphane s'est même enregistré en train de chanter. En particulier pour la séquence des masques qui se superposent. En fait, c'est une chanson qu'il a chantonnée lui-même. Et on a aussi cherché des sons d'archives. Il aime beaucoup aussi travailler autour de l'archive et les déformer. Donc, on a fait de la recherche pour des sons d'archives du Congo et du Zaïre. Donc, ça a été vraiment très intéressant et
on s'est beaucoup amusé. Et puis aussi, je voulais pas une musique typique, comment dire, cliché africaine. Ça ne m'intéressait pas. J'avais l'impression que si je faisais ça, j'allais faire une grosse bourde au niveau esthétique, puis de faire un film typique, l'occidental, qui rêve de l'Afrique. Donc, on ne voulait pas rentrer là-dedans. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi, enfin, on a opté pour une musique plutôt un peu jazzy au début. Et puis voilà, Stéphane avait enregistré des musiciens jazz à l'Upstairs il y a des années, donc il a pu ressortir ses enregistrements et encore remanipuler tout ça. Donc c'était très intense et très créatif. Enfin, on a beaucoup aimé travailler ensemble. Ma dernière question, Éléonore, porte sur le contexte de production. La saison des Hibiscus est un film indépendant. Produit par les films de l'Embuscade. Ça, c'est ta maison de production, si... Ça, c'est Nicolas et Nicolas, Félix Dufour-Lapeyriere. Nicolas et Félix, d'accord. Est-ce que donc ce contexte a amené un défi particulier? Je pose la question étant donné que ton film précédent, tu l'avais fait à l'ONF. Oui. Bon, alors, pour ce qui est du financement, on a eu de la chance. On a réussi à tout avoir assez vite, alors que mon Yiddish Papy, ça avait été assez long. Après, le fait de travailler avec Nicolas, c'était encore une autre dynamique, mais il m'a laissé vraiment très libre. Il ne s'est pas du tout mêlé vraiment à la narration. Il m'a vraiment laissé champ libre. Donc, j'ai pu vraiment écrire le film que je voulais. J'ai pu le monter comme je le voulais avec Stéphane aussi. La musique aussi, on avait toute la liberté qu'on voulait. Il n'y avait personne pour nous dire ça, c'est pas assez dramatique, ça allait trop. Donc, on a vraiment pu, au niveau créatif, avoir beaucoup de liberté. Puis aussi, j'ai dirigé pour la première fois une équipe. Ça, c'était assez nouveau. Et c'était vraiment intéressant de pouvoir travailler avec d'autres personnes. On était plusieurs animatrices, plusieurs encreuses. Il y avait 2 compositrices. Donc, c'était vraiment un film d'équipe. C'était surtout aussi un film fait par des femmes. Et en fait, j'ai beaucoup aimé travailler en équipe, apprendre à diriger, apprendre à organiser tout. C'était vraiment très différent aussi que de faire un film toute seule, en fait. Voilà. Pour que les gens comprennent bien, donc Nicolas et Félix sont Nicolas et Félix Dufour-Lapeyriere. Éléonore, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je sais que le film devait connaître sa première mondiale à Regard cette année et comme on le sait, le festival a été annulé en raison de la pandémie. Je souhaite le plus grand succès à la saison des Hibiscus. Félicitations pour la sélection au sommet et à très bientôt. Merci, Éléonore, sois prudente. Au revoir. Merci, au revoir. Ciao.